Alors, bonjour à tous pour ce webinaire un petit peu spécial qui s'inscrit un mardi en début d'après-midi, comme ceux qui vous sont proposés dans ce partenariat FNEAD-SFAP, plus autour de dimensions de formation. Mais vous savez que les soins palliatifs et l'accompagnement, c'est un sujet qui est important pour les HAD. Et en plus, aujourd'hui, on a une circonstance de calendrier, c'est le jour où les ministres se réunissent et réunissent un ensemble d'acteurs pour parler de la stratégie. Et d'après ce que j'ai compris, la dimension du domicile et les dimensions des HAD vont être particulièrement présentes. Donc, on est dans ce partenariat entre la FNEAD et la SFAP autour de formations que vous connaissez maintenant avec des webinaires. Une première série qui était plutôt autour des fondamentaux, et puis on a commencé la semaine dernière une autre série plus d'approfondissement. Et aujourd'hui, on vous propose une autre dimension autour des soins palliatifs, peut-être plus sociétale, et puis qui touche aussi à l'aide aux aidants et à l'accompagnement des proches. Donc l'objet aujourd'hui, c'est de vous parler de dernier secours. Donc on va avoir une présentation de ce qu'est ce programme, mais ensuite l'objectif, c'est d'ouvrir avec vous sur un échange sur la façon dont les HAD pourraient s'emparer de dernier secours, à la fois pour le proposer à leurs familles, aux proches, aux personnes que l'on rencontre, et peut-être aussi vous expliquer comment on peut, en tant que professionnel, s'inscrire aussi comme formateur. Mais je pense que tout à l'heure, un certain nombre d'intervenants y reviendront. Alors, autour de l'ordinateur, il y a un certain nombre de personnes, des personnes de la SFAP, avec Clémentine qui coordonne le programme Dernier Secours pour la SFAP, et puis Anne-Marie Colliot, que vous connaissez tous parce qu'elle intervient régulièrement dans nos webinaires. Et puis côté FNEAD, donc je coordonne le programme de formation, et donc je suis aussi formateur dernier secours. C'est à ce titre-là que j'interviendrai dans l'exposé. Et puis, on aura aussi Georges Chapiouk, qui est un médecin d'HAD, qui est un des premiers formateurs et qui pourra aussi témoigner de ce en quoi ça fait évoluer ces pratiques. Et puis, on a aussi Catherine Renard, qui pilote aussi ce programme Dernier Secours en lien avec le conseil d'administration de l'ASFA. Voilà, donc je vais laisser la parole au coordonnateur Dernier Secours pour rentrer plus avant dans le sujet. Et Catherine, peut-être faire la raison du dernier secours avec le micro. Coupé, mais cette fois, il faut l'allumer, il faut l'ouvrir. Bonjour à tous, donc Catherine Renard, bénévole d'accompagnement soins palliatifs depuis 24 ans. Juste vous dire que j'ai eu une première expérience de 9 ans de bénévolat en Angleterre, c'est là où j'ai découvert ce monde de soins palliatifs et rentré en France. Donc, j'ai tout de suite adhéré à la SFAP. J'ai fait partie pendant 6 ans du bureau de la SFAP, et c'est à ce moment-là que j'ai découvert cette formation dernier secours avec mes voisins suisses, puisque j'habite tout à côté de la frontière. Ouais, si ceux qui ne parlent pas peuvent couper le micro, il y a des petits bruits derrière. Et donc, voilà, lors du premier confinement, j'ai découvert que nos amis de Suisse des soins palliatifs francophones, Palliativo, proposaient cette fameuse formation Dernier Secours. Ça m'a beaucoup interpellée, ne serait-ce qu'avec le titre. Et quand je l'ai suivi par Zoom, parce que on était tous confinés, je n'ai eu de cesse que de vouloir le ramener en France parce que j'ai trouvé que c'était vraiment un outil absolument utile, nécessaire pour soutenir, aider, faire comprendre aux citoyens, à tout un chacun, tout ce qu'on doit et peut faire auprès de nos proches gravement malades et en fin de vie.
moi, en tant que bénévole, j'ai régulièrement des appels, puisque voilà, je suis dedans depuis un moment et que j'en parle beaucoup autour de moi, de gens perdus, sans repères, qui ne savent pas à qui s'adresser. C'est pas grave. Donc, Dernier Secours est vraiment un outil très utile, gratuit, citoyen. Et donc, ce projet a été créé en 2015 par un médecin allemand qui était urgentiste, Georges Bollig, et qui a bifurqué au milieu de sa carrière, comme beaucoup d'urgentistes ou réanimateurs qui côtoient la mort au quotidien. Donc, Georges Bollig a bifurqué vers les soins palliatifs et s'est aperçu que, contrairement à sa petite mallette des premiers secours, il n'y avait rien qui existait vraiment pour les citoyens quand ils doivent faire face à de l'accompagnement. Et Dieu sait si on a tous des histoires, et vous allez faire un petit sondage dans la rue, tout le monde aura une histoire d'accompagnement, de proches, de parents, d'amis, de voisins, de collègues. Donc voilà, je l'ai ramené à la SFAP, puisque j'ai été au bureau, qui a tout de suite mordu au projet, on a validé avec le conseil d'administration. On a lancé la première session le 3 octobre 2022 dans le Nord. Et depuis, ça s'étend sur toute la France. Et il y a encore des zones blanches, comme diraient nos amis Bouygues ou d'autres téléphonies. Mais voilà, notre but est vraiment que ça devienne aussi accessible que les premiers secours. Mais ce qu'il nous faut, c'est des formateurs et également des gens qui côtoient les familles et qui peuvent parler de cette formation pour en faire profiter le maximum. Donc voilà, Clémentine nous donnera quelques chiffres tout à l'heure et je laisse la parole au suivant, ou à la suivante plutôt, peut-être. En pratique, on s'est rendu compte qu'avec la Convention citoyenne, le citoyen français a été très mal informé sur ses droits concernant la fin de vie. Et c'est vrai que Dernier Secours permettait d'approcher les citoyens, comme on va en parler, sur un lieu hors du monde de l'hôpital ou des établissements de santé, mais sur un lieu laïque, citoyen, pour informer les citoyens sur leurs droits. Alors, c'est leurs droits, directives anticipées, personnes de confiance, mais aussi les structures de proximité, mais pas que. C'est aussi tout ce que le citoyen peut faire, est en capacité de faire, épaulé ou pas, pour accompagner un de leurs proches. Donc, c'est vrai que en tant que professionnel de santé, au départ, nous avons vu ça un peu comme une opposition ou à quelque chose qui allait à contrario des formations de soins palliatifs. Et c'est bien pour ça que ce n'est pas une formation, c'est bien une sensibilisation de soins palliatifs et sensibilisation sur l'approche de la fin de vie. Et que justement, l'idée, c'est de, comme disait Catherine, que le citoyen se réapproprie cette place dans l'accompagnement de fin de vie de ses proches et que ce ne soit pas uniquement un rôle délégué uniquement aux professionnels de santé. Clémentine, je te laisse. Alors, c'est moi qui reprends la parole. Oui. Je passe à la seconde slide. Voilà. Alors, peut-être pour vous expliquer comment se passe Dernier Secours, un certain nombre d'entre vous ont peut-être déjà assisté à une présentation lors des journées nationales de la FNEAD, mais je vais reprendre ces éléments pour qu'on sache de quoi on parle. Donc, le format qui a été choisi, c'est d'avoir une présentation qui dure entre 4 et 6 heures. Donc, vous voyez, c'est un format quand même relativement long, soit en journée complète. Donc là, on va être plus sur une journée de 5-6 heures, soit sur une fin d'après-midi ou une demi-journée bien remplie. Et il y a un certain nombre de propositions aussi qui se font en distanciel, donc des sessions qui peuvent se faire plus tôt le soir. L'objectif étant de pouvoir rejoindre les participants en fonction de leur disponibilité et de leur rythme, puisque le programme, comme on l'a vu tout à l'heure, s'adresse à l'ensemble de la population, quel que soit son âge. C'est-à-dire qu'on voit qu'on peut avoir des participants relativement jeunes, jeunes adultes, mais qu'on a aussi un certain nombre de personnes en situation d'accompagnement qui sont plutôt des conjoints âgés, voire très âgés.
Donc, on est sur ce format d'une session de 4 à 6 heures qui est animée par un binôme de professionnels de santé et de bénévoles d'accompagnement, donc des personnes qui ont une expérience de la fin de vie et de l'accompagnement. Alors, en ce qui concerne le contenu, il y a un diaporama à support et sont abordés successivement 4 grands modules que vous voyez affichés là. Donc, le premier module est la mort fait partie de la vie, avec cette perspective qui était évoquée tout à l'heure, que la mort n'a pas à être confisquée par la médecine, ou que la fin de vie ne concerne pas que les professionnels de santé, mais que c'est bien une question qui rejoint chacun dans son humanité et donc qui concerne tout homme et qui concerne toute la société. En même temps, il y a le constat qu'il y a une certaine désappropriation de ces questions autour de la mort. Donc, l'abord de ce thème permet de se poser la question de quelle place a la mort finalement dans ma vie, dans mon questionnement. Pour se poser la question, quels sont des signes que je peux repérer, et puis quel va être le retentissement de ce temps de la fin de vie sur la personne dans l'ensemble de ses dimensions, qu'elles soient physiques, psychiques, sociales ou spirituelles. Voilà, c'est une réintégration de cette question de la mort pour chacun d'entre nous. Ensuite, il y a un deuxième module qui s'appelle Anticiper et se préparer, et qui va permettre de donner des repères autour de qu'est-ce que la fin de vie, qu'est-ce que sont les soins palliatifs, comment est organisée la filière palliative, vers qui je peux me tourner, avec l'idée, comme les sessions sont faites souvent dans des mairies ou ont un ancrage local, quelles sont les ressources territoriales autour desquelles, sur lesquelles je peux m'appuyer. Donc, dans le cadre de ces présentations de la filière, évidemment, l'HAD est présente. Et puis ensuite, il y a une présentation des dispositifs réglementaires qui étaient évoqués tout à l'heure, les directives anticipées, la personne de confiance, mais aussi une insistance sur tout ce qui est de l'ordre des discussions anticipées et de la façon dont, en tant que citoyen, on peut échanger avec des professionnels de santé, le médecin traitant, l'équipe hospitalière, l'équipe d'HAD. Finalement, quels sont les sujets que l'on peut aborder et comment aborder? Quelles sont les questions aussi que l'on peut se poser soi-même et avec qui en parler? Et puis, évidemment, le module s'appelle « Anticiper et se préparer », mais derrière tout ça, il y a aussi la notion d'incertitude qui est quand même extrêmement présente, puisque on en a tous fait l'expérience et on le sait bien, on peut se poser des questions, mais nul n'est maître de l'ensemble des événements. Donc c'est une ouverture aussi vers qu'est-ce que je peux faire en termes de discussion, de questions à aborder, comment je peux ouvrir des portes, sur qui je peux m'appuyer, mais en même temps, la question de l'incertitude est largement présente. Ensuite, il y a un troisième module, vous voyez, qui s'appelle « Soulager les souffrances ». En fait, ça permet d'aborder tout ce qui est de l'ordre de ce qui se passe dans ce temps de la fin de la vie, des évolutions physiques, des questionnements et de la façon dont, en tant que proche, je vais pouvoir me positionner. Quels sont les gestes simples à faire, à ne pas faire, mobiliser quelqu'un, l'état buccal, la plainte, comment est-ce que je peux échanger avec mon proche, est-ce qu'il faut que je réponde à toutes les questions, comment est-ce qu'il faut que je réponde, la question des promesses par exemple, enfin vous voyez tout ce qui est de l'ordre de l'échange entre une personne malade et un proche, que ce soit dans une dimension verbale ou non verbale. Et puis sont abordés aussi dans ce module-là les questions autour des médicaments principaux, en particulier la morphine, le midazolam,
et toutes les questions qui concernent l'hydratation et l'alimentation ou la nutrition artificielle, de façon à donner des repères sur qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui ne l'est pas, et qu'est-ce qui relève de la médecine, qu'est-ce qui ne relève pas de la médecine. Et puis, il y a un dernier module qui est, lui, autour du temps du décès, avec le temps de l'agonie, mais aussi ce temps du rite et de la présence des proches, le rite au moment de la mort, les rites qui suivent la mort, la question des obsèques, et puis toute une partie aussi autour du deuil, parce qu'on voit bien que nos concitoyens manquent aussi un petit peu de repères. On accompagne les personnes au décours d'un décès dans un temps proche, mais comprendre que ce temps du deuil, c'est un processus qui prend des semaines, des mois, voire des années. On perçoit bien qu'il y a besoin d'apporter des repères. Donc voilà, je viens de vous dérouler à peu près tout le contenu de ces modules. Évidemment, l'objectif, c'est d'apporter des repères, mais aussi de permettre des échanges, puisque chaque participant arrive avec son expérience. Alors peut-être la slide suivante. Voilà, quelles sont les personnes qui participent? Alors, vous voyez, il y a le mot formation, mais on hésite entre sensibilisation, formation, parce que ce n'est pas une formation longue, il s'agit de quelques heures. Finalement, plusieurs profils, quelques personnes qui viennent un peu à froid parce qu'elles se posent des questions, elles se disent la mort, on en parle peu dans notre société, c'est l'occasion d'échanger ou d'avoir des repères, je viens. Mais malgré tout, la plupart des participants sont quand même des personnes qui ont fait ou sont en train de faire l'expérience de l'accompagnement. Donc certains ont été confrontés à un décès, se disent j'ai besoin de relire ce qui s'est passé ou je souhaiterais faire mieux la prochaine fois, c'est quelque chose qui revient souvent. Donc je me rends compte que je n'avais pas beaucoup d'éléments en ma possession, pas beaucoup de billes, eh bien je viens là parce que j'ai besoin d'avoir des repères. Et puis, ça s'adresse aussi à un certain nombre de personnes qui sont en situation d'accompagnement. Et là, on est plus proche des personnes et des aidants que l'on peut voir autour de nos situations d'HAD, avec des personnes de tout âge, que ce soit la maladie ou aussi des situations qui sont liées à l'âge ou au grand âge. Et je pense en particulier aux EHPAD, puisque certaines formations dernier secours sont proposées, par exemple, dans des EHPAD, et ça permet de rassembler un ensemble d'aidants de proches de résidents pour aborder ces questions ensemble. Donc, les chiffres qui sont sur la slide sont le bilan des inscrits, puisqu'il y a une évaluation à l'issue de chaque formation. Donc, vous voyez, c'est essentiellement du grand public. Mais il y a aussi un certain nombre de bénévoles de soins palliatifs qui viennent s'inscrire là, et pour une part, afin d'être ensuite formateurs. Et puis, il y a une petite proportion de professionnels de santé, alors de soignants, d'auxiliaires de vie. Évidemment, ça ne se substitue pas à une formation de fond, mais ça peut être assez intéressant dans le sens où c'est un espace où il y a un échange sur une tonalité dont on n'a pas forcément l'habitude entre professionnels de santé et soignants. Voilà, un petit panorama sur le contenu et la cible de ces sessions. Merci Elisabeth. Alors, je vais vous parler maintenant de comment est organisée la formation dernier secours. Donc, on a une équipe de pilotage national. Là, actuellement, dans ce Zoom, donc, vous avez justement Catherine Renard et Anne-Marie que vous connaissez, qui sont toutes les deux membres du comité de pilotage dernier secours. Ensuite, dans chaque grande région, nous avons un coordinateur régional qui chapeaute, on va dire, l'équipe de formateurs bénévoles de sa région, qui supervise la recherche et l'allocation des salles et l'organisation des différentes sessions sur sa région.
On a donc bien évidemment les formateurs et formatrices bénévoles, et donc moi qui suis salariée chef de projet dernier secours au sein de la SFAP pour coordonner et développer le projet. Sur la partie plus pratico-pratique au niveau des dates de session et des inscriptions, dès qu'une date est confirmée par des formateurs ou par le coordinateur, la date est mise en ligne sur le site Dernier Secours. Donc, je vous ai mis l'adresse sur cette slide. Et toutes les inscriptions aux sessions passent par ce site. Les formateurs ont également d'ailleurs un accès au site Dernier Secours qui leur permet aussi de gérer les listes des inscrits. Et ainsi, on a tout est centralisé au même endroit. Sur la partie plutôt bilan chiffré, je vous ai mis les quelques chiffres qui me paraissaient intéressants pour prendre un peu la mesure du développement de Dernier Secours et de l'intérêt suscité auprès du public. Donc, il y a 84% des participants qui se disent plus à l'aise pour parler de la mort et de la fin de vie après avoir suivi la formation, et 77% qui se sentent plus à l'aise pour prendre soin d'une personne en fin de vie après avoir suivi la formation. Donc, ces chiffres sont issus du questionnaire d'évaluation qui est complété par tous les participants à la fin de chaque session. En dessous, vous voyez un peu la progression du nombre de sessions et du nombre de personnes formées depuis le lancement. Donc, pour rappel, Dernier Secours a été lancé en France en octobre 2022, donc ça fait environ 2 ans et demi maintenant. Et donc aujourd'hui, on est à plus de 3300 personnes formées en tout dans toute la France. Je vous ai mis également une carte des formateurs bénévoles qui proposent des formations Dernier Secours actuellement. Donc, nous sommes à 182 formateurs et formatrices bénévoles. Il y en a un certain nombre qui vont être formés très prochainement sur la région Occitanie et la région PACA, ainsi que la région Grand Est. Donc, on continue, comme le disait Catherine, de se déployer petit à petit dans toutes les régions. À ce jour, on a des formations qui sont proposées sur une 60aine de départements. Donc, on touche toutes les régions, mais il y a certains départements sur lesquels on est un peu moins présent, sur lesquels on n'a pas encore de binôme de formateurs pour organiser des formations en présentiel, mais on continue de faire connaître Dernier Secours, de chercher de nouveaux formateurs bénévoles et de les former pour qu'ils puissent proposer eux aussi des formations sur leur territoire. L'objectif étant donc, comme l'a dit Catherine tout à l'heure, c'est de rendre la formation la plus accessible possible. Et en parallèle de ces sessions en présentiel, on a une formation en distanciel une fois par mois pour les personnes qui n'ont pas de session proche de chez elles, ou pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, par exemple, sur toute la durée de la formation. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. On est là, vous pouvez répondre. Je voulais juste préciser quand même que pour devenir formateur, l'exigence était que on ait une expérience en soins palliatifs, tout simplement parce que les questions, en fait, les sessions se passent comme s'il y avait un fil rouge. Le fil rouge, vous l'avez vu comme Elisabeth vous l'a montré. Après, la formation, la journée va se mettre en place par rapport aux questions que vont apporter les personnes en présence. C'est-à-dire que on va s'adapter au public que nous avons en face de nous avec toujours un fil rouge. L'objectif est effectivement de finir ce fil rouge, mais vraiment de s'adapter au public que nous avons en face de nous. Du coup, les questions sont extrêmement éclectiques. On a des personnes qui posent des questions très techniques parce qu'elles ont eu affaire à une équipe de soins palliatifs avec des choses qu'elles n'ont pas compris, etc. Ce qui fait que dans les professionnels formateurs, on demande que ce soit un médecin ou une infirmière qui a une expérience en soins palliatifs, travailler en unité de soins palliatifs, équipe mobile ou HAD avec une expérience de soins palliatifs, et puis un bénévole d'accompagnement ou un autre professionnel, assistante sociale, kiné, ergothérapeute. Voilà, l'idée du binôme. Tout simplement, voilà, je précise bien parce qu'on demande quand même avoir une compétence, une expertise un peu en soins palliatifs. Et juste pour préciser aussi, comme l'a dit Clémentine, c'est que quand on a démarré ce projet, il y a eu la validation du ministère de la Santé. Encore une fois, en sachant que tous les documents que nous mettons à disposition des personnes qui viennent à ces sessions sont des documents qui sont labellisés Centre national de la fin de vie. Et donc, du coup, l'objectif n'est pas du tout de faire d'utiliser ces sessions pour faire pour ou contre la loi sur la fin de vie. On est vraiment sur quelque chose de expliquer aux citoyens leurs droits et travailler avec eux sur leurs questionnements, leurs propositions, etc. Mais on n'est sûrement pas dans la problématique du pour ou contre la loi. Ton micro est fermé, Catherine.
Oui, je disais, est-ce qu'on peut demander à Georges qu'il nous dise en quelques mots, puisqu'il est, voilà, il est arrivé très tôt dans le projet, son expérience de formateur dernier secours. Et... Très volontiers, oui. Bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Georges Chapiuc, je suis médecin en HAD, à l'HAD APHP à Paris. Et effectivement, précédemment, j'ai travaillé en unité de soins palliatifs où j'ai acquis une expérience en accompagnement de patients en soins palliatifs. J'ai participé effectivement à la mise en place de ce projet avec Catherine Renard et avec d'autres. Je pense que j'ai fait une dizaine là de formations en tant que telle avec un public. Je rebondis sur ce qui a été dit, hein. C'est vrai qu'il est très variable à chaque fois, et donc à chaque fois ça fait quelque chose de différent, hein. Je dirais que c'est un peu comme cette formation de dernier discours, c'est un peu comme une partition de musique, et il faut l'interpréter, et puis potentiellement on l'interprète un peu différemment en fonction des personnes qui viennent, hein. Le format en lui-même, il est relativement euh, fixe. C'est un diaporama sur lequel il y a des idées, hein, qui sont des idées euh, soit un peu générales, soit très pratiques, de quelles sont les structures de soins palliatifs en France, ou que la mort fait partie de la vie, ou que qu'est-ce qu'on peut faire face à une personne qui pose des questions au sujet de sa fin de vie, ou enfin voilà, toutes les c'est vraiment une formation un peu sur tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la fin de vie sans jamais oser le demander, où en fait on peut se poser avec des gens qui ont une expérience limitée ou pas d'expérience du tout avec des personnes en fin de vie, et leur dire, ben voilà, une personne en fin de vie, ça ressemble à ça, et il y a ça comme chose qui existe. On parle même à quoi ressemble une personne morte, hein, donc des choses à nouveau très concrète. concrètes et simples pour qui est dans le milieu, mais qui sont effectivement très importantes à transmettre pour quelqu'un qui ne l'est pas. Et en plus, peut-être qu'on en parle avec une forme d'expérience et de tranquillité qui fait que ça peut être apaisant dans le dialogue, surtout pour des gens qui redoutent, hein, et parfois qui s'inscrivent dans ces formations en disant mais qu'est-ce qui va se passer si mon proche... voilà. Donc, ce n'est pas une formation pour les soignants, parce qu'on souhaite que les soignants soient mieux formés que juste cette journée-là, mais je suis d'accord que parfois ça met le pied à l'étrier de certains soignants qui sont concernés, comme par exemple des soignants en EHPAD et qui n'ont pas eu de formation en soins palliatifs, hein, ce qui est très questionnant. Ce n'est pas non plus une formation pour des patients concernés eux-mêmes, hein. Je pense qu'ils gagnent plus à être en contact avec leurs soignants directement et qu'on soit dans une relation de soins. Mais voilà, c'est un lien assez unique, hein, que moi je n'ai pas connu avant dans mon expérience entre des gens soignants et non soignants qui ont l'habitude de situations de fin de vie et de soins palliatifs, et des gens de population générale qui posent des questions et qui les posent sans les filtres qui parfois peuvent survenir quand il s'agit d'un patient qui parle de lui-même, ou quand il s'agit d'un soignant qui parle de sa profession. Donc c'est des discussions très franches, et que moi je trouve très, très intéressantes. Ce que je trouve aussi intéressant dans cette formation, c'est qu'il y a vraiment une alternance entre des moments très théoriques et des moments plus pratiques, où on montre ce que c'est qu'un soin de bouche, ou bien on fait asseoir les gens deux par deux, et puis à l'aide de questions très ouvertes, on leur fait se projeter sur comment est-ce qu'on peut aborder la fin de vie, par exemple, qu'est-ce qui peut être important pour soi, pour la fin de vie, ou qu'est-ce qu'on aimerait garder. Voilà, donc on a comme ça des séries de petits moments d'échange qui alternent avec des moments un peu de transmission de connaissances qui font que ces journées, moi je trouve, se passent bien. Et ce que j'apprécie aussi, c'est qu'il y a des moments aussi, il y a des pauses. Alors, on a chacun nos modèles pour faire. Moi, j'aime bien le faire avec le temps du dîner pris. Donc je termine un peu, je commence un peu tard, en milieu d'après-midi. Et puis, il y a un moment où on fait une pause et on dîne, et puis on reprend après. Et ça peut faire aussi des moments importants, intéressants,
ou pendant le repas, alors qu'on n'est plus en train de faire de formation, ben, d'un coup, il y a plein de discussions qui s'enclenchent. Voilà. Merci, Georges. Merci, merci. On va revenir aux questions. Voilà. Oui, si vous avez des questions. J'ai remis mon adresse mail dans le chat, elle avait été demandée, et de toute façon, vous recevrez nos coordonnées dans le diaporama qui vous sera envoyé après la présentation. Une question, Aurélie. Aurélie Dinaé, oui. Oui, bonjour, je suis Aurélie Dinaé, cadre de santé à HAD au Nez-Bayeux. Je suis entourée d'une IDEC et puis de deux de nos aides-soignants. La question qu'on se pose, c'est dans votre exercice, monsieur de médecin co HAD, comment vous avez eu l'opportunité, l'occasion de faire connaître ces informations dernier secours aux familles de patients? Mais merci pour la question, hein, très bonne question. Pour l'instant, je n'y suis pas encore. En tout cas, je compte beaucoup sur ce temps d'échange pour réfléchir avec vous, parce que j'aimerais bien. Là, ce que je fais pour l'instant, c'est que je fais des formations dernier secours en plus de mon travail en HAD. Et effectivement, je vois qu'il y a une application qui peut être assez intéressante. Je m'empêche de faire des formations pour les patients ou pour les familles de patients dont je m'occupe, parce que je pense que c'est plus intéressant d'aller les voir ou de leur parler par téléphone et de répondre à leurs questions à mesure qu'elles se posent, et pas d'asséner comme ça une quantité d'informations, surtout si la situation vécue est une situation de fin de vie où il y a d'autres enjeux qui sont celles de se positionner correctement par rapport à cette situation de fin de vie. Mais en tout cas, moi, j'ai plein effectivement d'interrogations de est-ce qu'on pourrait organiser des formations de fin de vie, peut-être un peu comme une proposition pour des personnes qui sont en cours d'HAD ou pour des familles qui sont des aidants qui s'occupent de personnes en HAD, pour leur dire qu'à tel moment, il y a une formation et si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire. C'est une première interrogation. L'autre interrogation, c'est dans quelle mesure ça pourrait aider soit nos soignants, mais j'ai l'impression que nombre de nos soignants ont une formation plus élaborée, et peut-être des transversaux, hein, ou des personnes qui travaillent à l'HAD et qui ne sont pas directement dans le soin palliatif et l'expertise, et qui quand même sont concernés, les secrétaires de nos unités de soins, ou peut-être les transversaux, kinés, ergo, diète, ou peut-être les gens de l'administration, pourraient être intéressés par cette formation qui permettrait un peu comme ça de faire diffuser. Une autre expérience que j'ai, c'est qu'en plus d'être médecin en HAD, je travaille aussi dans des appartements de coordination thérapeutique. Pour ceux qui ne savent pas, c'est des structures qui s'occupent de personnes qui ont une problématique de précarité sociale qui nécessite un logement, et qui ont une maladie et qui nécessitent une coordination autour de ces maladies. Et dans les appartements de coordination thérapeutique, il y a surtout des travailleurs sociaux qui travaillent, hein, qui font le cœur du travail d'éducation thérapeutique, d'accompagnement, etc. Et c'est des gens qui sont relativement démunis sur les idées de fin de vie, de symptômes. Et donc, on a fait comme ça une formation en soins palliatifs, une formation dernier secours, qui a été très, très utile pour justement les travailleurs sociaux. Et donc, c'est quand même des pistes. Voilà. Dans d'autres pays, il y a eu des expériences qui ont été faites, je crois que c'est en Écosse, hein, la police. Où il y avait la police, voilà, la police de je ne sais pas quelle ville, ils ont eu une formation, parce qu'en fait, les policiers sont souvent confrontés à des situations de fin de vie. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous avez des idées de comment vous aimeriez utiliser. Si je peux me permettre, merci Georges. Oui. Enfin, au niveau de l'HAD 35, puisque j'ai travaillé en tant que cadre à l'HAD, on avait imaginé le fait de ne pas faire des choses qui soient exclusivement pour l'HAD. C'est-à-dire, c'est un peu comme le même principe pour les EHPAD. C'est-à-dire que si on fait une sensibilisation pour un EHPAD particulier,
on va se retrouver avec des aidants qui ne vont parler que du problème de l'EHPAD et on va se retrouver à gérer quelquefois des situations qui n'ont pas à être à gérer au sein du dernier secours. Donc, quand on fait des sensibilisations en EHPAD, on ouvre aussi à l'extérieur, c'est-à-dire qu'on ne fait pas uniquement des aidants des personnes de l'EHPAD, mais on ouvre aux citoyens de l'extérieur. Et pour l'HAD, ce serait intéressant de ne pas faire de l'exclusivité de l'HAD, mais de proposer effectivement à une HAD de communiquer à des familles où on sent des aidants qui sont un peu en difficulté. Et encore une fois, c'est pas un groupe de parole et ça n'a rien à voir avec un soutien psycho, hein, c'est autre chose, mais de l'ouvrir et d'en parler quand il y a une session de proximité et de pouvoir la proposer aux familles qui qui accompagnent aujourd'hui à domicile. Ce que je voulais dire aussi, c'est important, c'est que Georges l'a bien dit, c'est quand même un temps qu'on fait sur le temps bénévole. C'est-à-dire que c'est important, les professionnels qui interviennent le font sur un temps bénévole et c'est aussi toute la richesse et la difficulté quelquefois de ce système. Et la grosse problématique que nous avons, c'est principalement de trouver des salles. C'est pas tellement d'organiser la session aujourd'hui, parce que même si on n'est pas très nombreux en formateurs, mais c'est trouver des salles et convaincre les élus de nous trouver une salle de proximité. Et ce qui est important, c'est de faire des sessions avec des acteurs de proximité. C'est-à-dire qu'encore une fois, si on a des acteurs, je dis n'importe quoi, de Clermont-Ferrand, ben, l'important, c'est d'avoir des professionnels de santé du territoire de Clermont-Ferrand qui vont parler à des citoyens de Clermont-Ferrand, parce qu'ils vont connaître l'organisation du territoire. Parce que les HAD, si on parle d'HAD, elles ont une façon de travailler qui sera peut-être différente de d'autres HAD. Donc l'idée, c'est de coller au plus près de l'organisation d'un territoire. Ça paraît très important. Et puis, on est en train de travailler sur 2 autres sujets. Je le dis vite fait parce que, par exemple, sur les infirmiers, dans les IFSI, on sait que les formations pour les 3e années sont assez tardivement quand c'est fait par une équipe mobile, etc. Sauf qu'avant d'arriver en 3e année, on a quand même 2 bonnes années où, en tant qu'infirmier, on a très peu d'informations sur la fin de vie. Et donc, on va tester, enfin, on va faire le test en Bretagne sur des IFSI pour proposer ce dernier secours aux étudiants de première année qui sont plutôt encore des citoyens que des infirmiers, de façon à leur donner déjà des pistes. Et on va voir un peu ce que ça peut donner. Et l'autre sujet, je reviens sur ce que Georges a dit concernant les professionnels qui travaillent autour des HAD, on a contacté les prestataires qui apportent du matériel de service, par exemple les lits médicalisés, etc. Et on voit bien que quand il y a un décès, ces personnes ne sont absolument pas formées à l'accompagnement. Ils se retrouvent à récupérer un lit sur une famille qui vient de vivre un deuil. C'est extrêmement violent pour eux. Ils ne sont pas formés. Et on se dit que ce serait intéressant que les HAD peut-être contactent les prestataires avec qui ils travaillent pour leur proposer dernier secours. Je voulais demander à Aurélie d'INAES si vous avez dit que vous étiez de Bayeux, c'est ça? Oui. Je vois une petite Voilà, tête. ça y est. Oui, c'est ça, tout à fait. Oui. Ben, il y a une formation assez prochainement sur Bayeux, voilà, de dernier secours, qui a du mal de se remplir d'ailleurs, parce que l'autre problème qu'on a, c'est justement de faire savoir aux citoyens qu'il y a une formation. Moi, ce matin, je suis allée poser des flyers, je vais faire une formation dans mon Haut-Doubs natal, chez les pharmaciens, dans un magasin bio, voilà, où il y a pas mal de gens et qui organisent des choses sensibilisées. Donc, voilà. Mais comme j'ai entendu Bayeux, Bayeux, oui. Voilà. D'accord. Donc, on peut aller voir la date sur le site internet. Tout à fait. Ouais. Ok, on va se faire le relais alors. Merci, merci. Elisabeth? Oui, je rebondis sur ce qui vient d'être dit. Je pense que les HAD, si elles peuvent, en ayant connaissance de ce programme-là, si elles peuvent aussi diffuser l'information à leurs partenaires, c'est vraiment important. Il y a aussi ceux qui travaillent avec des officinaux. Et donc là, les pharmaciens, à mon avis, sont aussi des très bonnes cibles parce que tout à fait. Les endroits où se rendent les proches, et il y a les proches des personnes en HAD, mais il y a aussi tous les autres proches. Un des intérêts aussi du programme Dernier Secours, je trouve, c'est l'interaction entre les participants. Évidemment, ce n'est pas un café des aidants, mais il y a un apport qui se fait. Mais il y a aussi beaucoup d'échanges, malgré tout, entre personnes présentes. Et ces échanges entre pairs font partie aussi de l'accompagnement. Donc, l'enjeu, c'est de pouvoir le proposer
éventuellement en HAD pour des proches aidants de personnes actuellement en HAD. Alors, Oui, le pris en problème, c'est que charge. quand les personnes sont en HAD, souvent les proches sont extrêmement sollicités et pas forcément en capacité de sortir une journée complète. Soit ils n'en ont pas le temps, soit ils n'en ont pas le ressort. Mais certains d'un cercle peut-être plus large pourraient bénéficier. Et donc, c'est comment penser à le proposer à ce cercle d'aidants proches, mais aussi plus large. Et pour ceux qui sont peut-être les plus proches et les plus pris dans la situation, le fait de pouvoir quand même participer au programme, par exemple en distanciel, peut leur permettre de prendre aussi un peu de distance et de recul sur un horaire qui est plus souple et qui permet d'être à la fois chez soi, mais en même temps associé au programme. À l'HAD de l'AP, on avait travaillé sur un programme de soutien aux aidants et au départ, on était parti sur, alors en dehors de dernier secours, mais je raisonne par analogie. Mais on s'était rendu compte assez rapidement que les aidants, le premier projet qui était en présentiel ne répondait pas à leurs besoins, à leur capacité de se libérer. Et quand on est passé en distanciel, on a réussi à avoir une adhésion, à pouvoir lancer quelque chose. Donc, il faut, je pense, dans les propositions qu'on peut faire en HAD pour les personnes qui sont les plus absorbées par les situations qu'elles vivent, peut-être savoir proposer ce type, mais sans être exclusif. Et puis, il y a probablement aussi une temporalité dans les prises en charge HAD pour ne pas le proposer trop tardivement au moment où la personne est en toute fin de vie. Parce qu'on a aussi des personnes qui viennent en séquentiel, on peut avoir des chimiothérapies. Et là, on a des proches qui se posent aussi des questions, où on a des personnes qui viennent pour des épisodes aigus, et peut-être qu'on pourrait être force de proposition. Et puis, je reviens sur la question des EHPAD. Comme on travaille quand même ces partenariats avec les demandes anticipées, avec du travail de fond, parfois des formations en lien avec nos EHPAD partenaires, peut-être qu'associer aux propositions cette question de faire, de proposer pour les proches des résidents de façon ouverte un programme dernier secours, ça pourrait être intéressant et améliorer au global la qualité des prises en charge dans les EHPAD. Il y a une question de Christelle Andy qui est en Guadeloupe, de savoir si les derniers secours sont déployés dans les DOM-TOM. Pas encore, pas encore. Oui, j'étais en train de répondre par écrit. On peut peut-être, je vois le sourire jusqu'aux oreilles d'Anne-Marie. On irait bien en binôme, hein, Anne-Marie en Guadeloupe, en Avant, c'est Corse. déjà réparti, déjà certaines îles. Moi, j'avais le droit à la Polynésie, c'est ballot. Mais bon, on s'est réparti. Non, mais évidemment, quand on a fait le salon infirmier l'année dernière, on a effectivement rencontré pas mal de collègues et qui étaient prêtes à. Et il faut qu'on le développe vraiment. Et je pense qu'il y a vraiment un travail à faire. Encore une fois, on vient juste de débuter, ça fait 3 ans, donc on démarre. Mais c'est évidemment une proposition qu'il va falloir qu'on fasse avec vous. Ça, c'est une richesse, enfin, quand en tant que professionnel, on a participé à ça, c'est une richesse d'échange absolument incroyable. Et moi, la chose qui me marque le plus, c'est que des personnes qui ne se connaissaient pas un quart d'heure avant, en moins d'une demi-heure, vont arriver à échanger sur des choses de l'intime. Et c'est absolument incroyable, quoi. Chaque fois, chaque session, on est étonné de voir la façon dont ces personnes vont échanger d'une façon extrêmement pudique, mais aussi forte, des histoires de vie, des angoisses. C'est impressionnant et c'est une très très belle expérience. D'autres questions? Écoutez, peut-être que le contenu a été clair et complet. Donc, on a faire parvenir le diaporama et puis le replay de cette présentation. Donc, merci beaucoup à la SFAP d'avoir répondu présent pour présenter le dispositif. Ah, une autre question. Les horaires en distanciel, en fait, tout est sur mesure.
si on a un groupe de personnes ben voilà, en Guadeloupe, en Martinique, à l'île de la Réunion, ou, qui veulent un horaire spécial, on peut tout à fait s'adapter. Ce n'est pas fixe, on les met en fin de journée pour essayer d'attraper voilà, plutôt des gens qui travaillent, ou alors des aidants qui, en fin de journée, peuvent peut-être trouver un peu d'aide pour se rendre disponibles. Mais si vous préférez, voilà, selon le décalage horaire, on est prêt à se relever la nuit, hein, Anne-Marie? Voilà, il n'y a pas de problème. Faites-nous vos demandes et puis on va les étudier. Je voulais juste me permettre de rajouter une chose qui me tient à cœur, c'est en fait le caractère assez intéressant, il y a une particularité assez intéressante dans ces formations, c'est de le faire en binôme, soignant et non soignant, avec effectivement ce regard comme ça qui se complète dans cette idée que la fin de vie, en fait, c'est l'affaire de tous, hein. C'est pas l'affaire que des spécialistes ou des docteurs qui vont régler quelque chose dans leur coin, hein, mais c'est un moment au milieu de nos vies à nous tous que la fin de vie s'invite, malheureusement ou heureusement, mais en tout cas, c'est comme ça. Et donc, le fait qu'il y ait des soignants qui puissent parler des médicaments ou des aspects cliniques et des interrogations de ce type-là, en complément de personnes non soignantes qui parlent euh, de ce qu'on peut vivre, de comment est-ce qu'on se positionne, du fait qu'on puisse se sentir démuni et qu'en soi, c'est pas grave. Enfin, je trouve ça très aidant, ce caractère très complémentaire de cette formation qui exige hein, qu'on soit vraiment un soignant et un non-soignant pour pouvoir le faire. Et je trouve ça très important. Tout à fait. Plus de questions? Peut-être juste souligner que ce programme il me semble très en lien avec la stratégie décennale. Alors, qui cherche à impliquer davantage l'ensemble des citoyens et à faire en sorte que la fin de vie ne soit pas que le fait de professionnel ou de quelques personnes, mais que engage chacun à y être présent et en particulier dans une dimension aussi de proximité et d'insertion territoriale. Voilà. Et je pense que c'est une des briques. Voilà. Et comme la HAD est vraiment autour de cette question du domicile, qu'on rentre dans l'intimité des domiciles et qu'on a une capacité à rencontrer quand même énormément de personnes hors des sentiers battus et des établissements de santé, et ça implique aussi le médico-social, je trouve qu'il y a une belle opportunité et qu'on ait un carrefour qui peut à la fois nous intéresser en termes de structure d'HAD pour avoir une offre complémentaire et des outils complémentaires, et puis en même temps qu'on peut être aussi relais et force de proposition dans ces nouvelles dimensions et ces façons de penser les choses de façon plus ouverte. Donc, on a peut-être juste une petite chose qui manque, on n'a pas expliqué comment devenir formateur. Donc, il faut déjà suivre une session grand public pour découvrir le produit, j'ai envie de dire, ou l'outil. Et puis, ensuite, si l'aventure vous tente, on demande aux formateurs de s'impliquer en donnant au minimum 2 sessions par année. Donc, ce n'est pas non plus le couteau sous la gorge. Et pour devenir formateur, il faut refaire une journée de formation formateur qui est en fait la relecture plus en détail du PowerPoint et donner un peu d'exemples de questions qui peuvent être posées. Et évidemment, la première session que vous allez faire en tant que formateur, vous serez avec un non-soignant. Si vous êtes infirmier ou médecin, pour les assistantes sociales, vous serez avec un médecin qui aura déjà une belle expérience de formateur et donc vous ne serez pas lâché tout seul dans la nature. Voilà.
Il serait bien qu'on ait quelques… Bon, on a déjà Elisabeth, évidemment, et puis Georges, mais d'avoir un peu plus voilà, d'acteurs des HAD dans nos formateurs. J'avais essayé de recruter un infirmier tout au début de cette aventure dans un autre département où j'habite aussi un peu, mais il m'avait dit « Oh non, non, moi j'aime pas la mort, ça me fait peur ». J'ai dit « Dis donc, tu as choisi un drôle de métier ». Mais voilà, on ne force personne, mais on ouvre la porte à tous ceux qui veulent nous rejoindre. Très bien. Écoutez, si il n'y a plus de questions, nous restons à votre disposition évidemment après le webinaire pour répondre à toute demande qui vous viendrait ensuite. Vous avez l'adresse mail dernier-secours@sfab.org qui vous a été donnée. Je vous la remettrai dans le mail avec le diaporama. On vous remercie d'avoir participé nombreux à ce webinaire et puis on vous donne rendez-vous. Sachez que la SFAB sera là également sur les universités d'été prochaines, donc vous pourrez les rencontrer aussi et reparler éventuellement de ces échanges. Voilà. Merci à tous et à bientôt. Merci Merci beaucoup. à la FNEAD Merci à tous. d'organiser cette rencontre. À bientôt.